bienvenue dans Politicien, votre rendez-vous politique hebdomadaire. Crise ouverte au sein de l'opposition, référendum constitutionnel, scrutin législatif. L'année 2016 a été politiquement mouvementée en Côte d'Ivoire. Quels enseignements peut-on tirer de ces grands rendez-vous et surtout quel genre d'exécutif se dessine en Côte d'Ivoire en 2017? Eh bien, nous en parlerons avec nos invités. À ma gauche, Monsieur Mamadou Touré, bonjour. Alors, vous êtes porte-parole adjoint du RDR et nouvellement élu député de Daoula en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'avoir invité. Face à lui, Monsieur Cédric Koné, bonjour. Alors, vous êtes membre du FPI France. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et à ses côtés, Monsieur Youssouf Diaby, bonjour à vous. Vous êtes porte-parole de Charles Blé Goudé. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup. Le suspense était moindre pour la présidentielle de 2015, pour le référendum constitutionnel d'octobre dernier. En Côte d'Ivoire, il était beaucoup moins pour le scrutin législatif du 18 décembre, car les cartes ont été quelque peu rebattues avec la participation de l'opposition. Une opposition qui, après des années de boycott, a décidé de mettre fin à la politique de la chaise vide. On regarde ensemble ce sujet de Zahra Mohamed Moutiu, on en parle juste après. Retour de l'opposition dans le jeu politique ivoirien. Le 18 décembre 2016, les électeurs étaient appelés aux urnes pour renouveler la composition de l'Assemblée nationale. Un scrutin marqué par la participation de l'opposition qui a décidé de mettre fin à 4 années de politique de la chaise vide. C'est notre responsabilité de ne pas tourner le dos à nos concitoyens. Comme en 2011, je rejette donc toute idée de boycotter des élections. Nous devons aussi combattre Alassane Ouattara dans les urnes. 5 années de boycott électoral ont été improductives, stériles. La politique de la chaise vide n'a rien apporté. Le régime actuel a fait voter une constitution sans concertation. La dynamique de pression née lors de la séquence référendaire va se poursuivre au cœur des institutions de la République, à l'Assemblée nationale par exemple. Il fallait donc convaincre pour revenir aux affaires. Mais c'était sans compter sur le boycott d'une frange de l'opposition et notamment de la branche dissidente du Front populaire ivoirien, dirigée par Abdourahmane Sangaré, un positionnement qui fragilise davantage le contre-pouvoir. Le boycott ou la politique de la chaise vide n'est pas rentable en matière de politique, sauf à sortir du cadre régulier du fonctionnement des institutions pour entrer dans une logique de révolution, d'insurrection ou de soulèvement qui mettent un régime hors jeu. Et les résultats du scrutin législatif l'ont prouvé. Les observateurs parleront d'un retour manqué, d'autres iront plus loin et parleront de débâcle électoral pour l'opposition ivoirienne. Une opposition qui, pour retrouver sa grandeur, devra inéluctablement accorder ses violons lors des échéances à venir. Monsieur Koné, on l'a vu, le FPI, principale force de l'opposition, est miné depuis quelques années par des dissensions internes. Peut-être déjà revenir sur l'origine du malaise. Qu'est-ce qui divise aujourd'hui le Front populaire ivoirien? Alors, nous avons été très clairs à partir d'avril 2015 où nous avons exclu un camarade qui n'entrait plus dans la ligne du parti. Il s'agit de Pascal Affi-N'Guessan. Et c'est une très bonne chose quand vous présentez cette frange de l'opposition. Vous nous appelez les frondeurs, vous nous appelez le parti de Gbagbo. Nous en sommes fiers. L'autre parti qui est dirigé par Affi-N'Guessan est allé dans un rôle de figuration et est en train de faire de la politique de la figuration. Ce que nous n'acceptons pas et c'est la raison pour laquelle nous n'accordons pas nos violons dans un premier temps. La seconde chose qu'il faut noter et qui est très importante, c'est que tous les enjeux plutôt électoraux qui se sont déroulés à partir du 11 avril étaient des enjeux majeurs. Il s'agissait pour nous de démontrer que nous étions majoritaires. Mais vu que les conditions n'étaient pas réunies pour aller à des élections, nous avons préféré nous abstenir en privilégiant la pression par le boycott. Aujourd'hui, tout a été démontré, il a été clairement démontré et établi que les conditions ne sont pas réunies pour aller à des élections libres et transparentes. Nous ne partons pas aux élections pour faire de la figuration. Nous sommes sûrs que si nous allons à des élections, nous allons pour gagner. Mais il ne faudrait pas que le maître d'ouvrage soit à la fois acteur et arbitre de ces élections, de sorte à ce qu'il puisse demain se gargariser d'une certaine majorité. C'est la raison pour laquelle, quand vous parlez d'opposition, nous ne nous sentons pas concernés. Que reprochent les frondeurs à Pascal Affi-N'Guessan ? Alors,
Monsieur Affi N'Guessan a été exclu parce qu'il a une ligne qui ne rentre pas avec les dernières résolutions du congrès de Mama. Alors, il s'agit de quoi? On prend les faits antérieurs. Quand on a demandé à M. Affi N'Guessan, quand le comité central du FPI demande à M. Pascal Affi N'Guessan de retirer M. Alain Dogou de la CEI, parce que cette CEI n'est pas équitable, M. Affi N'Guessan prend la liberté sur lui d'écrire un courrier, d'adresser un courrier à M. Alain Dogou pour lui demander de rester. Ce sont des choses qui ne se font pas. Quand vous êtes dans un groupe et que vous êtes battu, vous êtes mis en minorité, vous gardez vos idées pour ça et vous les rapportez plus tard. M. Affi N'Guessan a pensé qu'il était dans sa propriété privée et donc il fallait aller à la hussarde sur toutes les décisions. Non, quand vous êtes mis en minorité dans un parti politique, vous acceptez la décision et puis vous revenez après. Même Laurent Gbagbo, fondateur du Front populaire ivoirien, a très souvent été mis en minorité, mais il a ramené ses idées sous certaines formes. Donc nous ne pouvons pas suivre un individu dans sa démarche parce qu'il souhaite faire plaisir à ses nouveaux camarades ou voilà, à son agenda caché. Monsieur Touré, quel regard portez-vous sur cette crise qui mine le Front populaire ivoirien? Franchement, cette crise ne nous intéresse pas. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est le quotidien de nos concitoyens et comment aider à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. S'il y avait même, à titre très personnel, quelques observations à faire. Dans une démocratie, il est bon qu'il y ait une opposition qui fonctionne normalement, mais c'est de leur responsabilité. Ce qui se passe au FPI regarde le FPI, ce qui se passe au RHDP regarde le RHDP, et nous, aujourd'hui, nous avons à cœur de travailler pour le mieux-être des Ivoiriens. Monsieur Diaby, comment analyser le silence de l'ancien président Laurent Gbagbo? N'est-il pas finalement le seul à pouvoir mettre fin à ces dissensions internes? Pourquoi ne choisit-il pas clairement son camp? Je crois que, à mon humble avis, le président Laurent Gbagbo n'est pas dans un silence. Et parce que dit que Laurent Gbagbo... Il ne s'est pas prononcé en tout cas. Non, il s'est déjà prononcé parce qu'on sait déjà qu'à partir de la personnalité du président par intérim qui est Sangaré, donc je crois qu'à partir de cette personnalité, Laurent Gbagbo s'exprime. Donc on ne peut pas dire que Laurent Gbagbo il est dans un silence, pour moi. Monsieur Koné. Alors, on a dit tout à l'heure, il ne s'agit pas d'un silence. Le silence de Gbagbo est éloquent. Mais vous avez Pascal Affi N'Guessan qui, maintes fois, a pu effectuer des voyages sur la France. Il aurait pu, avec une figure de notre branche, comme vous aimez l'appeler, il aurait pu prendre plusieurs personnalités, choisir plusieurs personnalités, et puis aller voir Laurent Gbagbo pour tenter de régler le problème. On a eu le vice-président Akoum Laurent qui s'est rendu ici à maintes reprises, on a Tchaïdé Jean Gervais qui vient rapidement. Récemment, on a eu le secrétaire général adjoint Tapé Kipré qui s'est rendu à La Haye pour voir le président Gbagbo. Voilà, donc quand on essaie de tourner les arguments, on essaie de présenter des choses qui ne sont pas réellement vraies, c'est qu'il y a problème, parce que les procédures pour aller voir le président Laurent Gbagbo, elles sont simples. Vous avez un formulaire que vous remplissez, ensuite le détenu il valide la demande de visite ou non. Voilà. Est-ce que le président Laurent Gbagbo a refusé une fois de recevoir Pascal Affi N'Guessan? Non, il a demandé que Pascal Affi N'Guessan vienne, soit avec Hubert Oulay ou avec Sangaré Aboudraman, mais une autre personne de ce que vous présentez comme la branche dissidente, ce que vous présentez contre les frondeurs, et ce qui n'est pas juste, parce que celui qui est frondeur, c'est celui qui est contre les décisions du parti, et le comité central, le congrès de Mama a arrêté des décisions. Donc ceux qui vont contre cette décision-là et qui sont aidés par leurs camarades aujourd'hui, c'est eux les frondeurs. Donc Laurent Gbagbo n'a jamais refusé de recevoir Pascal Affi N'Guessan. Il faut que chacun tire les conséquences des actions. La preuve en est qu'aujourd'hui, sonné par la débat, il s'en prend, son parti et lui s'en prennent au fondateur du FPI, ce qui n'est pas juste. Quand Oui. Alors, il y a une question que beaucoup se posent, c'est pourquoi l'une ou l'autre branche de ce FPI ne se retire pas finalement pour former sa propre formation. Monsieur Diaby, n'est-ce pas envisageable? À mon avis, s'il s'agissait pour moi, j'aurais dit que au jour d'aujourd'hui, le président Pascal Affi N'Guessan, qui a déjà une base dans le Moronou, pour moi, il serait bien séant pour lui peut-être de songer à ça. Je ne dis pas qu'il peut le faire, mais à partir du moment qu'il y a un problème de légalité et de légitimité, la légitimité aujourd'hui avec le camp Sangaré, qu'on le veuille ou pas, et la légalité avec Affi N'Guessan, parce que l'État de Côte d'Ivoire a bien voulu qu'il soit légal.
Mais la légalité, c'est se reconnaître dans une juridiction et la légitimité, c'est se reconnaître dans une valeur morale et qui est aussi électorale en termes de politique. Or, au jour d'aujourd'hui, tous les appels, Afin N'Guessan est parti dans 2 scrutins. Le premier scrutin, c'était les élections présidentielles. Et là, il y a eu un mot d'ordre de Sangaré pour demander aux partisans de Laurent Gbagbo de ne pas aller voter. Et ils ne sont pas allés. Encore, pour les élections législatives, Afin N'Guessan lui-même, il a bien dit. Il dit que mes anciens camarades ou mes camarades ont demandé qu'on ne vote pas pour moi et ça n'a pas été. Et il en est ressorti avec un moisson très faible de 3 députés. Donc, qui n'a qu'à faire son bilan pour voir que, OK, soit Afi, il va avec Sangaré et puis bon, on finit par là ensemble, ou soit il n'y va pas. Parce que s'il repart encore avec aux élections communales en 2018, avec le FPI légal, ça ne donnera rien. Ça, c'est clair, parce qu'il n'a pas le peuple du FPI qui est amoureux encore de Laurent Gbagbo, qui est encore fasciné par le regard, par les verbes de Laurent Gbagbo, et qu'on ne veuille ou pas, parce que le parti au pouvoir a cru à un moment donné que Laurent Gbagbo allait disparaître dans le cœur des Ivoiriens. Le parti au pouvoir s'était dit qu'il fallait l'éloigner comme on a éloigné Samori Touré de l'Afrique, qu'il fallait l'éloigner. Mais ils ont vu que cet éloignement n'a rien donné. Plus Laurent Gbagbo est devenu interplanétaire, il est devenu un plus panafricain. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo, avec la signature, on a près de 26 millions et près de 1 million au Cameroun, 500 000 au Gabon, dans tous les pays africains. Donc, du coup, l'éloignement de Laurent Gbagbo est devenu un atout pour Laurent Gbagbo. Le fait d'envoyer Laurent Gbagbo à la CPI est devenu un atout qui fait qu'aujourd'hui, des enfants qui sont nés en 2006, ces enfants même en 2011, qui ont aujourd'hui 9 ans, 12 ans, 13 ans, ils savent qui est Laurent Gbagbo. Ils ont l'histoire de Laurent Gbagbo. Donc ça, c'est important. On va prendre la réaction de M. Touré. Allez-y. Non, honnêtement, le débat, c'est de savoir pourquoi l'opposition est divisée. Je pense qu'ils sont mieux placés pour donner donc toutes les explications. Je n'ai pas de point de vue à donner là-dessus. Nous avons à cœur la cohésion au sein du RHDP. Je réitère cette position. Nous avons à cœur donc à travailler pour le bien-être des Ivoiriens, ce que nous faisons depuis 5 ans. Le débat interne au FPI ne nous intéresse pas. Par contre, je peux réagir et rebondir sur une chose. Quand on dit que oui, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a donné la légalité à Afin N'Guessan, c'est pas vrai. Il y a eu une dissension interne. Ce que j'observe en tant qu'observateur, c'est qu'à l'issue d'un congrès où les uns et les autres se contestaient donc une légitimité, ils ont saisi la justice. Et la branche Afin N'Guessan a saisi la justice. La branche Sangaré a saisi aussi la justice ivoirienne contre Afin N'Guessan. Maintenant que cette justice, en toute indépendance, donne un verdict, bon, on n'a qu'à se conformer. Si vous n'aviez pas confiance en cette justice, il ne fallait pas la saisir. Je note que les 2 parties ont saisi la justice. Pour le reste, honnêtement, le débat au sein du FPI ne nous intéresse pas. Voilà. Les Ivoiriens, je pense, ont mieux à faire que de regarder ce spectacle. Moi, je pense que lorsque mon contradicteur dit ici que le débat au FPI ne les intéresse pas, c'est eux qui alimentent cela. Parce que si le parti au pouvoir arrête d'alimenter la division au sein des partis politiques en Côte d'Ivoire, comment est-ce que le parti au pouvoir alimente ces divisions? Le MFA d'Anaki Kobena qui était avec eux, et dites-nous concrètement, monsieur Diaby, mais ils le font avec le pouvoir de l'argent. C'est ça que le problème, et c'est le nerf. Vous pensez que M. Afin N'Guessan est corrompu, c'est ça? Je pense que tous les partis politiques qui sont divisés aujourd'hui en Côte d'Ivoire sont faits par le pouvoir de l'argent et d'Alassane Dramane Ouattara. Mais là, j'en suis convaincu qu'Alassane Ouattara, sur ce point, peut-être qu'on s'est mépris de la personnalité de Ouattara. Ça, je crois qu'il est un grand politicien. Voilà, parce que s'il arrive à nous diviser jusqu'à présent et qu'on n'arrive pas à se concentrer sur Ouattara et qu'on se concentre sur nous-mêmes, en ce moment, Ouattara n'est que le gagnant. Donc il va falloir qu'à un moment donné, que l'opposition, que ce soit la branche AFI, que ce soit la branche Sangaré, qui est la branche à laquelle nous appartenons, tous qu'on ne veuille ou pas, en tant que membre du COGEP, en tant que porte-parole du ministre Charles de Goudé, nous pensons qu'à un moment donné, qu'il faut se concentrer sur Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, on ne se concentre pas sur Ouattara, on est concentré sur AFI, et Ouattara a gagné ce combat. Non, juste un éclaircissement, Diaby. Vos débats internes ne nous intéressent pas, je l'ai dit. Mais quand vous dites que vous, COGEP, vous êtes membre de la branche Sangaré, vous êtes un parti politique qui appartient à une branche... D'accord, ok. Voilà. Pour ajouter sur la question de la justice, quand vous dites que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a tranché, c'est la justice et tout ça, machin, le juge ivoirien
quand il doit rendre une décision dans le cadre d'une association, et le parti politique, c'est une association, il s'appuie sur les textes du parti. Le Congrès, en l'espèce, il était régulier. Quand on l'a convoqué pour Mama, le Congrès, il était régulier parce que c'est le comité central qui a vocation, dans notre parti, selon les textes de 2001, à convoquer un congrès. Alors, quand le juge ivoirien ne s'appuie pas sur nos tests et il s'appuie sur je ne sais pas quelle espèce de jurisprudence pour dire d'Afin N'Guessan qu'il est le président du parti au détriment de ses camarades, ce n'est pas très juste, ce n'est pas équitable comme décision. C'est pour ça que nous avons fait appel. Ça traîne encore. Bon, la justice... Alors, monsieur Condé, moi je vous dis tout de suite. La justice a ses mécanismes. Moi je ne suis pas juge et je n'ai pas vocation. Je termine, monsieur Touré. Monsieur Touré, on va laisser monsieur Condé vous avez dit qu'on a terminer. saisi la justice. Et récemment, nous avons saisi le tribunal du commerce pour l'histoire du logo et du sigle. Jusqu'à aujourd'hui, on tourne en bourrique, alors que la juridiction commerciale, le tribunal du commerce est censé être une juridiction très rapide. Alors, ce que je disais, c'est que je ne suis pas juge, je n'ai pas la prétention d'être juge. Non, mais quand vous faites un commentaire, ce que je dis, et vous reconnaissez avec moi, que les deux parties ont saisi la justice. Je veux que vous aviez vos avocats avec vos arguments, vous avez développé vos arguments, et la justice donc a rendu sa décision. Maintenant, je n'ai pas de commentaire à faire sur la décision de la justice. Ce que je dis, quand vous n'avez pas confiance en un système, vous ne la saisissez pas. Vous ne le saisissez pas. Vous avez saisi la justice, c'est parce que vous avez confiance en la justice. Vous avez saisi la justice, Afin N'Guessan a saisi la justice. Vous avez, au premier jugement, vous dites que M. Pascal Afin N'Guessan, la justice lui a donné raison, que vous avez fait appel. Bon, écoutez, on attend de voir la procédure aller jusqu'à son terme. Pour ce qui nous concerne, les Ivoiriens, et je le répète, ont d'autres préoccupations et c'est ce à quoi nous travaillons depuis 4 ans. Merci monsieur Condé. Merci à tous. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de Politicia. À tout de suite.